Regarde. Attention, cette vidéo traite du merveilleux univers de l'horreur, du gore et de la terreur sous toutes ses formes. Par conséquent, et même si elle n'a pas pour but de choquer, elle peut heurter les personnes sensibles. Cette vidéo est donc recommandée à un public averti. Nous devons également de vous mettre en garde, car elle peut contenir quelques spoilers. Ah non VHR, ça va spoiler grave de chez grave. Et son langage y est parfois peu châtié. Vulgaire, somme toute. Bon visionnage. L'arme et le bien. L'arme et le bien. Le pénis et le mal. Bienvenue à la boucherie du culte. Moi c'est Ginette, cocktail, votre boucheur que j'espère préféré, qui ai-je pour vous du culte, de l'horrifique et pas que. On a un gros morceau de chemin aujourd'hui, et bien voilu. Allez, générique. Sarakonol. Oui, écoute pour monsieur, non? Un peu de folle. Oh, mais papillon! Sur mon étal dictatorial, très artistique, et puis un poil prétentieux, je vous propose Zardoz. Bah bonjour l'équipe technique, ça se bien. C'est vrai qu'aujourd'hui je t'ai pas imposé de voir le film, mais ben non, je me suis dit vu le style, oui je sais, moi trop tendre. Et la petite voix, oh, ma reine, à la tâche très ingrate de tenter de faire un synopsis de cette chose. Vous allez comprendre. Est-ce qu'elle est là? Ça va vite me saouler, ça je le sens. Déjà ça me saoule. Ça va? Ouais, super, c'était la forme. Alors, est-ce que tu pourrais d'abord nous faire la présentation du boudin, s'il te plaît? Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, on hache Zardoz. C'est un film de science-fiction dystopique anglo-irlando-états-unien, réalisé par John Boorman et sorti en 1974. John Boorman a également réalisé Délivrance en 72 et Rangoon en 95. Zardoz est un film qui divise autant qu'il fascine. S'il a été recueilli de manière mitigée à sa sortie, il est aujourd'hui considéré comme un film culte de la science-fiction des années 70. Bon, dystopique, on sait tous ce que ça veut dire, non? Je sais pas. Le terme dystopique désigne une société imaginaire où règne le chaos, l'oppression ou des conditions de vie déshumanisantes. Contraire de l'utopie, une dystopie présente souvent un avenir sombre, marqué par des gouvernements totalitaires, une technologie incontrôlée ou des inégalités extrêmes. Ah, alors, bah merci, j'aurais pas dit mieux. Même si ma vie en dépendait, j'aurais pu. Remarquez, au début du film, ça fait un peu utopie, donc un peu paradisiaque. C'est vrai, mais non, ce film c'est vraiment une dystopie. Mais alors à fond dans son fion, alors c'est... On va attaquer le gros morceau, le synopsis. Enfin, la tentative de synopsis. On promet pas d'être clair, et je vous conseille un petit truc, c'est de bien vous accrocher. Ça va être long, ça va être dur, ça va être pénible. Alors, j'en dis quelque chose. Alors, vas-y, tu petit lapis, s'il te plaît. Vas-y, je me mets confortable, parce que... Allez. Dans un futur lointain, en 2293, la Terre est divisée en deux mondes opposés. Les brutaux, des humains primitifs vivant dans la misère et la violence, et les éternels, une élite immortelle vivant dans une utopie fermée appelée le Vortex. Les brutaux sont dominés par une entité mystérieuse, Zardoz, une immense tête de pierre qui leur distribue des armes et leur ordonne d'exterminer les plus faibles.
L'un des brutaux, Z, est un exterminateur, un guerrier, une sorte d'élite ayant droit à de se reproduire qui est chargé de faire respecter les ordres de Zardoz. Un jour, il découvre une vérité qui va le faire trahir Zardoz. Déterminé à en apprendre plus, il se cache à l'intérieur de la tête de pierre et se retrouve transporté dans le vortex, la cité des éternels. Dans cet endroit où la population vit dans une immortalité imposée, Z découvre une société décadente, stérile et figée. Les éternels sont divisés en apathiques, des êtres incapables d'agir ou d'éprouver des émotions, et les renégats, d'anciens éternels punis par un vieillissement accéléré pour avoir défié les règles. Seuls quelques éternels comme May et Friend voient en Z une possible libération. À l'inverse, Consuela, une autre éternelle, le considère comme un intrus et un danger. Z réalise qu'il a été manipulé dès le départ et qu'il a été sélectionné pour être l'agent du changement. Son ADN supérieur fait de lui un être évolué, capable de renverser l'ordre établi. Grâce aux enseignements de May, il comprend que le tabarnacle est une intelligence artificielle et la clé du pouvoir des éternels et de leur immortalité. Z va-t-il libérer les éternels de leurs conditions et donc les amener à la mort ou... Oh, c'est tout? Oh, t'as gardé un petit peu de mystère que je vais m'empresser de détruire dans 5 minutes. Et l'histoire de base, elle est assez compréhensible, hein, et puis les motivations des personnages, c'est assez clair. En revanche, c'est la surcouche bien trop épaisse et opaque de science-fiction posée par le dessus qui pose un gros problème. Et elle est bien trop compliquée et elle manque de sens. Mais elle apporte un gros plus de nanar. Ah si, un gros poil de conneries dans ce film quand même. C'est notre moi caché que nous voyons. Méditons cela en conscience collective. Autant tout ce qui touche à l'univers de Z, notre anti-héros, c'est assez clair, enfin c'est assez basiquement filmé, hein. Il tue, il viole, c'est une espèce de brute, de supermarché qui se trimballe en slip rouge. C'est marrant, le slip rouge, ça fait un peu Lilou dans le 5e élément. Puis il y a des liens, en fait, entre le 5e élément et ce film. Si, il y en a. Si. Et il porte des cuissardes de très très bon goût, hein. Donc lui, c'est simple. Non, c'est l'univers des autres qui est très étrange. Tout. C'est les filtres, la façon de filmer, la façon de parler, les habillements, les décors, tout. On bascule là dans un univers philosophico, étrangeau, débilo, non-logico. Le réalisateur admet qu'il avait beaucoup trop d'idées pour ce film. Ce qu'il ne dit pas, mais qui se sait, c'est qu'il était un petit peu sous substance sous l'élaboration de ce film. Si. Je sais pas ce qu'il a pris, mais ça se voit. Il fera par la suite une novélisation de son film pour tenter d'expliquer les choses qu'il n'a pas pu dire pour être un peu plus clair. Parce qu'il a été plus sous substance à ce moment-là. J'espère pour lui. Alors c'est quoi une novélisation? Alors une novélisation, basiquement, c'est un scénar, t'en fais un roman. Le fond du film est bon. C'est la forme qui pose problème. C'est un film qui ne prétend pas être un film d'action, malgré son acteur principal. Non, vous voyez la bande-annonce, vous voyez l'affiche, les affiches, et c'est clair. Tout de suite, vous savez qu'on est dans un film artistique, social et surtout philosophique. Donc, extrêmement chiant. Vous l'avez vu venir quand même. Bon, les gens qui ont été le voir au cinéma étaient tellement déçus en sortant qu'ils disaient à ceux qui attendaient dans la file d'attente du cinéma de pas aller le voir. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est très mauvais signe. Le directeur de la photographie du film est Jeffrey Unsworth, qui a également travaillé sur 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, en 68. 2001 L'Odyssée de l'espace a eu la novélisation la plus connue du cinéma et son histoire contient également une intelligence artificielle. Et Superman de Richard Donner, en 78. Et Cabaret de Bob Fosse en 72.
Money, 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 money. Le casting. Alors, un film que j'aime bien ou intéressant, par acteur et actrice. Sean Connery, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, en 2003. Ah oui, je sais. Je sais, très bien. Ah, et dire que Sean Connery, il a refusé de jouer dans Les Seigneurs des Anneaux pour faire ce gentleman extraordinaire. Remarquez, le réalisateur de Zardos, il a tenté de faire une adaptation dans les années 70 de ce film. C'est sans succès. Ah, c'est Ligue des Gentlemen moisis. Pourquoi Mina ne pouvait pas être le chef du groupe, comme dans le comics? Pardon. Le roman graphique. Pourquoi elle pouvait pas le truc? C'est quoi cette idée d'ajouter Tom Sawyer? De nouveau, parce que les Américains ne peuvent pas s'identifier. Ah là là, qu'est-ce que c'est con ce film. Et qu'est-ce que je l'aime bien. Dire que le Connery, eh ben il a vécu avec le réalisateur de Zardos pendant le tournage du film. Il a pas fait ça avec le réalisateur de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Non, tout sauf ça, vraiment. C'était la guerre ouverte ce truc. Sean Connery voulait casser son image de James Bond, soi-disant. Bon, c'est surtout qu'il trouvait plus aucun taf, surtout à ce moment-là. Bon, alors il a accepté de faire le film pour un petit cachet. Juste 200 000 $. Pour 6 semaines. Petit. Comme je l'ai dit, c'était pour s'éloigner de son rôle de James Bond. Et qu'est-ce qu'il fait dans Zardos, le personnage au tout début du film? Ah non, tirer sur la caméra en la regardant, ça, en plus au début du film, ça c'est pas du tout James Bond, ça. Rien du tout. Par contre, le Sean Connery, il voulait pas faire la mariée. Ah, il a fallu assister puis le convaincre. Ah, tu m'étonnes. N'empêche que ça, pour s'éloigner de James Bond, ça c'est très... Ah, plus loin, ça va être dur, là. Remarquez, le Sean Connery, il porte des postiches depuis son tout premier James Bond. Si, on voit d'ailleurs un peu sur les photos. Je dis ça parce que ça va être utile par la suite. Il va retourner à James Bond en 83 avec Jamais plus jamais. J'adore la musique de ce film. Never, never say never again. Never, never say never again. Ouais, je sais qu'il est tout pourri ce film, mais j'aime bien Kim Basinger. Charlotte Rampling, Partie de nuit, en 74. J'ai pas aimé ce film. Il est très dérangeant. Intéressant, mais trop dérangeant. On va en prendre un autre, Orca, en 77. On la voit pas assez dans ce Zardos. Bon, elle est sublime, certes, mais on la voit pas assez quand même. C'est vraiment dommage. Alors, la haine pour la brute, ça c'est très bien fait, je comprends tout à fait. Par contre, qu'elle en tombe amoureuse en 2 secondes... Ça fait pas très James Bond, ça, justement? C'est très bizarre. Ils ont eu très peu de scènes ensemble, donc on comprend pas ce retour. Elle retourne sa veste en 2 secondes. C'est pas tellement bon. Je sais, tout est symbolique dans ce film. Il paraît que Charlotte, elle regrette la scène un petit peu du baiser presque forcé dans le film. Elle espérait beaucoup plus. Elle espérait vraiment de se faire oui, un peu agressé sexuellement, mais elle espérait ça. C'était une autre époque, vraiment. Et bon, c'était Sean Connery, peut-être que ça devait être un petit peu aider le truc. Ah, attention, ça a du sens dans le film. Enfin, oui. De nouveau, tout est très symbolique. John Alderton, Calendar Girl, en 2003. Oh, lui, c'est mon personnage préféré du film. Oh, il vieillit, enfin, il est puni de vieillir trop tôt, je trouve. J'aurais aimé le voir tout du long. Il apporte un petit peu d'humour et d'humanité à ce film très monolithique. Sarah Castleman, Litsomania, en 1975. J'adore une des tenues qu'elle porte dans ce truc. Oh là là, ce film. Alors, c'est une espèce de comédie musicale, vaguement inspirée de la vie de Franz Liszt.
Bon, c'est très mauvais, mais comment expliquer? Vous voyez le baron de Munchausen, le film? Vous prenez les scènes les plus délirantes de ce film et vous les étirez. Ça donne un petit peu l'impression comme Moonwalker. Vous savez, le très mauvais film avec Michael Jackson. Vous voyez, c'est une enfilade de clips comme ça, mais alors, psychédélique et très orienté cul. À un moment, le lead, alors je peux pas vous montrer, hein, mais il a un pénis géant, presque de 3 mètres, quelque chose comme ça, à roulette, et il y a les femmes qui se mettent à danser dessus, et à chevaucher, et à un moment, il y a l'autre personnage qui veut lui guillotiner cette espèce d'engin géant, et juste dans la scène d'avant, il s'est retrouvé piégé dans une pièce avec des culs en plâtre, péteurs, asphyxiants. C'est complètement n'importe quoi. Un peu comme Zardos, mais dans un autre genre. Sarah Kestelman, enfin Sarah quoi. Elle vole un peu la vedette à la Rampling. C'est un petit peu, je trouve. Niall Buggy, Alien 3 en 92. Et elle, Reiser en 87. Si, il est au dîner. C'est Burt Reynolds qui devait jouer son rôle. Mais il a dû annuler parce qu'il avait des problèmes de santé. Surmenage, je crois. C'était l'anecdote. Inutile. Inutile. Alors le doublage, ce que j'ai vu, enfin plutôt entendu, très bien. Alors il y en a plusieurs, je crois. J'ai mis la main que sur un seul. Je dois dire quand même que Jean-Claude Michel, il double très bien le connerie. Si, très bon. Je suis Lazare, revenu d'entre les morts. Revenu pour tout vous dire. Car je vous dirai tout. Parfait. Alors ça reste un doublage d'époque, un petit peu daté. Mais ça dérange pas, de nouveau. Aussi petite précision, je mets des extraits en pas très bonne qualité. Je fais ce que j'ai avec ce que j'ai. Mais par contre, le film est très joli en HD. Très joli. Joli. Les effets spéciaux. Le film a rien coûté. Mais il essaie quand même pas mal de choses. Si, surtout beaucoup de projections. Trop, un peu. philosophie marxiste soutenait que la loi de l'unité des contraires est la loi fondamentale. Le système nerveux n'apparaît plus comme un organe autonome recevant des impulsions. Il y a de jolies scènes. Celle de la bibliothèque est très sympa. Quel était son titre? Je ne m'en souviens pas. Dis-moi, montre-moi, tu dois me le dire. Non, 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 non. La scène avec le personnage âgé est aussi très sympa. Enfin, les personnages âgés. Bon, son maquillage est bien fait, même s'il n'a aucun sens. Ah bah si, on a l'impression d'être dans un feat, là, plus Snapchat ou des Instagram. Très bizarre. J'ai bien aimé. Bon, il y a des moments bien secoués quand même, hein. Oh là là. Mon passé s'efface. Il y a 2 séquences psychédéliques qui sont plutôt bien faites. Un poil longue, mais bien faites. Tu assimileras notre savoir par osmose, hors du temps. Nous t'enseignerons par notre contact et tu nous donneras ta semence. Bon, il y a quand même des choses qui sont mal faites. Et ensuite, attention, d'approcher de la barrière de force du vortex 4. Entre. Dire que cet effet spécial, il est dans la bande-annonce, cet extrait-ci. Je pourrais vous la refaire à moindre frais, mais il y a les éclairages, j'ai pas envie de tout abîmer. Oui, j'ai pas envie de me lever aussi. Alors là, pas me dire que la cascade était prévue, surtout que je crois pas qu'il y avait de cascadeurs trop sur le film. Je ne crois pas, c'était des trucs équipes engagées du vite fait, des gens du voyage, comme on dit. Être piétiné par un cheval, ça peut tuer quand même. Notre époque. David Munro va nous faire une musique, mais vraiment très bonne pour ce film. Puis alors, choisir Beethoven, enfin surtout cette chanson-là, c'est vraiment top, ça va très bien avec ce film. À ce niveau-là, presque parfait.
Vous savez quoi, mes petits immortels fascinés par les brutes, il est venu le temps. De quoi? De cul de con, de quoi? Il est venu le temps de l'anecdote pour faire... Numéro 1. Oui, je suis en colère. Je suis en colère. On va la refaire. La fameuse anecdote. Sean Connery avait en horreur le maquillage sur lui. Les prothèses, les trucs, les trucs. Il avait en horreur. Alors les tenues ridicules, pas de souci. Me mettre un poil dans le film, ça ne le dérangeait pas. Par contre, le maquillage autre, c'était niet, non. Mais il est venu un moment où il a bien fallu filmer la scène du vieillissement accéléré du personnage qui intervient à la fin du film. Fallait bien la faire, celle-là. Donc comment faire? Alors en plus, ça prend une journée entière, c'est-à-dire c'est plusieurs heures de maquillage, tu filmes 2 minutes, plusieurs heures de maquillage, tu refilmes pendant 2 minutes, et belote, et rebelote, et rebelote. C'était très très long et ça a été fait à la toute fin du tournage. À l'issue de la première journée, enfin la première fois qu'ils ont tourné la séquence, le laboratoire a foiré le coup. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a bien fallu la refaire, la séquence. Alors déjà là, le Connery, il était déjà pas du tout content, pas satisfait et tout, mais donc, on va quand même la refaire, la pas tellement le choix. Donc, c'est reparti pour une journée de tournage. Et le dernier jour de tournage, il y a eu une petite fête qui a été organisée. Et il y avait un technicien un petit peu éméché qui a malheureusement ouvert les boîtes de pellicules, ce qui a fait qu'il a surexposé les bandes. Donc, résultat, il a fallu devoir la refaire. Quand le réalisateur, déjà dans ses petits chaussons, il a voulu expliquer à Sean Connery qu'il fallait la refaire, il a d'abord cru que c'était une blague. La bonne blague, non, c'est hors de question, tu con, je vais pas la refaire pour ton film de merde quand même. Je squatte chez toi, mais faut pas pousser. Mais non, si. Et quand il a compris que le Connery c'était pas une blague, non, là il a fallu le contenir, parce qu'il avait sérieusement envie de zigouiller le technicien. Vraiment. C'était à un point que le réalisateur a appris des années après que le technicien qui avait ouvert la truc des recosés, il avait dû quitter le pays, de peur et de honte. Voilà, c'est fini pour l'anecdote. Est-ce que ça a bien vieilli? J'ai rarement vu un film qui montre à ce point son époque. Tout. Alors, c'est pas seulement les décors, le dialogue ou la mode, les coupes de cheveux. Non, c'est tout. C'est la symbolique, c'est les lumières, c'est le début, c'est la fin, et tout. Il est hors de notre contrôle. Il ne nous reste plus qu'à devenir chasseurs et tueurs nous-mêmes. Succès ou flop? Le budget est de 1,57 million et le box-office de... J'ai vu sur Wikipédia, je crois, 1,8 million. En effet, mais en rental. Avant les années 1980, les studios et la presse spécialisée publiaient principalement les rentals. Un rental désigne la part des recettes de billetterie reversées aux distributeurs d'un film par les exploitants de salles de cinéma. Le budget de Zardoz est estimé à 1,57 million de dollars et il a généré 1,8 million de dollars en rentals. Même si les rentals ont dépassé ce chiffre, ce n'est pas nécessairement un indicateur de profit. Il faut aussi inclure les coûts marketing, les frais de distribution, etc. Je ne sais pas ce qui est vrai, discerner le truc, mais en tout cas, c'est un très 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 gros flop. À vrai dire, Ginette, le film est considéré comme un échec commercial modéré, mais il avait été vendu comme LE film de science-fiction de l'année et il a beaucoup déçu à sa sortie. Le réalisateur avoue dans le commentaire audio qu'il était beaucoup trop ambitieux pour le budget de ce film. Boorman avait eu un gros succès avec son film précédent, Délivrance. Budget 2 millions, box-office 46 millions. Bon, son film suivant après Zardoz, ça n'a pas non plus été un gros succès. L'Exorciste 2, alors il a coûté 14 millions, il en a rapporté 30, c'est-à-dire que 13% de ce qu'avait rapporté l'Exorciste premier du nom. Aïe. N'empêche, il fait assez de succès un film sur 3 pour pouvoir continuer, en fait, de faire des films. Et dire qu'il a fait l'Exorciste 2 en ayant détesté le premier. Si, vraiment. Alors le 2, il le voulait moins violent, plus mystique, plus philosophique.
Je n'ai rien contre un film qui pousse à la réflexion intense. Mais je trouve que tous les films ne s'y prêtent pas. À qui conseiller le film? Est-ce que ça fait peur? Attention, ce film est vraiment pas pour tout le monde. Non mais vraiment pas. Il y a de nombreuses images sexuelles, dont des agressions sexuelles. C'est vraiment très adulte tout ça. Le pénis donne la semence qui crée de nouvelles vies pour infester la terre. Oui, il y a un message et une réflexion qui est faite dans ce film. Il n'est pas si prétentieux que ça en fait, même assez subtil. N'empêche, il est extrêmement lent. Et encore, c'est pas ce genre de lent. On pourrait se dire que c'est une critique des hippies et de la guerre du Vietnam. Pas vraiment, c'est plutôt une réflexion sur la pensée unique, les progrès et les élites. Note du Ginette la bouchère. Alors, hachoir de dinette? Oh non, le pénis, sale, sale, sale. Oh, ça se lave, non? Hachoir basique, moyen. On n'a pas trop tout compris, mais ça a l'air profond. Et il y a plein de plans nichons. Hachoir kitsch, quoi? Comment? Tabarnacle. Nanar. Ou alors le suprême, je m'envole avec Zardoz, rejoindre les éternels. La hache. Le hachoir kitsch. Parce qu'avant tout, ce film, c'est quand même un gros délire. Avec un petit peu d'un ridicule aussi. Mais le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme. Un arbre par-dessus le toit. Oh, ce film est pas un grand nanar. Alors, on peut en rire, bien sûr, mais c'est plutôt le genre qui veut ça. Après, oui, il y a certaines situations et certaines tenues qui sont très nanardes, j'admets. Cette expérience va nous permettre de mesurer l'autostimulation érotique du cortex qui provoque l'érection. Alors, pour vous donner une image, je dirais que c'est un nanar d'amuse-bouche. Vous voyez, c'est un peu buffet, on picore un peu, mais c'est pas le plat principal. Sinon, tu restes sur ta faim. Alors, j'avoue que pour faire cette boucherie, la première fois que j'ai vu le film, j'ai eu énormément de critiques. Alors, je l'ai vu en anglais la première fois. Puis, je l'ai vu de nouveau en anglais, mais avec le commentaire audio du réalisateur. Et là, j'ai remarqué que j'avais beaucoup moins de critiques et beaucoup de trucs que j'ai biffés. C'est bien. Et j'ai encore biffé plein de trucs, donc j'avais pratiquement presque plus aucune critique à faire de ce film quand je l'ai vu la troisième fois en français. C'est un peu souvent ça avec les films qui sont un peu opaques, un peu mystérieux, un peu... Plus on les regarde, plus on comprend, plus on nous explique comment les interpréter, c'est un peu le principe de l'art aussi, plus, ça les rend un peu, ça les élève. Attention, je dis pas que ce film est un bon film, non, sûrement pas. Car il y a deux gros soucis majeurs, selon moi, dans ce film, en dehors du rythme. Premièrement, c'est pas vraiment un film. Alors, on sent bien que chaque scène est là, dans un but précis, et qu'il y a un sens derrière, une raison d'être. N'empêche que l'ensemble du film, l'histoire, elle est un peu inintéressante, contradictoire et confuse. Le film, il manque de vie. Le seul personnage qui est un petit peu marrant, puis qui apporte un petit élément, il disparaît trop tôt du film. C'est bien dommage. Un spectacle d'art et d'essai, ok. Une pièce de théâtre avant-gardiste, ok. Mais un film, non. Ce truc n'est pas adapté pour le cinéma. C'est un film d'avant-garde comme il y en a beaucoup à cette époque. On s'interroge sur l'écologie, sur la place de l'homme, la science contre la nature, le progrès, la société de consommation, que c'est ambitieux. C'est, hélas, deuxième énorme point noir, et raison d'ailleurs pour lequel ce film est devenu culte et qu'on en parle encore aujourd'hui, c'est sa star, Sean Connery. Non, l'acteur joue très bien. Bon, d'accord, les tenues sont un peu ridicules, mais on oublie vite. Ça, on passe dessus assez rapidement. Mais la robe de mariée, en plus, c'est fait un petit peu exprès dans le film. Donc ça passe. Embrasse le marié. Beau travail. Je l'emmène avec moi.
Non, le gros et énorme souci de ce film, c'est qu'il est ce symbole de virilité exacerbée et beaucoup trop exagéré. Il a rien à foutre dans ce film. Tu dois savoir que tu m'es très supérieur, physiquement et intellectuellement. Tu es supérieur à tous ceux qui sont ici. Il fait James Bond, en fait. Tout le monde se pavane devant lui. Oh, tout le monde est à genoux devant ce Jésus qui bande, qui est génétiquement supérieur. On a beau tenter de l'humilier, de le traiter comme une bête. Eh ben non, à la fin, il va devenir une sorte de roi de virilité et tout se les faire. Et ça, c'est nul. Je soupçonne le réalisateur d'avoir grandement modifié le scénar pour montrer la grandeur de Sean Connery. Je l'ai pas inventé. Le réalisateur avoue que Sean Connery, pour lui, c'est un acteur qui ne change pas vraiment pour un rôle. Non, il garde toujours son aura et sa présence. Le film n'arrive pas à se dépasser à cause de cet acteur qui prend trop de place et qui rend le film basique, moyen, gamin et bien trop sexuel. Rien à voir, mais il y a deux hommes qui s'embrassent dans ce film. Si. Enfin, qui s'embrassent. Qui se touchent lèvre à lèvre. C'est un petit peu, enfin, comme des poissons morts, un peu comme tout le monde dans ce film. La fin est un peu trop simpliste, et trop violente. Alors c'est ça, le grand message du film. C'est accepter l'animal en nous, ne pas être progressiste, ni de rêver d'immortalité. J'ai acheté ça 6 €. Alors, il n'y a pas la VF. Par contre, l'image est pas mal. Et il y a le commentaire audio du réalisateur. Ouh, alors c'est très intéressant. Alors pas vraiment pour comprendre le film, un petit peu, mais comprendre comment on fait un film. Petite caméo du réalisateur. Eh ben oui, il voulait se faire tirer dessus par Sean Connery. Quand on écoute le réalisateur, en fait, ce film, il est pas si compliqué que ça, si incroyable que ça. Vraiment pas. Il nous sort pas des délires philosophico, rien. Non, ça va. C'est vraiment la surcouche trop épaisse de science-fiction qui rend ce film trop étrange, trop illogique, et puis un poil ridicule. Ça gâche un peu la fête. J'ai bien aimé ce film en fin de compte. Alors c'est une belle tentative ratée. N'empêche que c'est grâce à ce genre de film qu'on va avoir par la suite de grands films de science-fiction. On comprend des erreurs. C'est un film important et intéressant. Si, je vous assure. Et il est culte, à juste titre. Voilà, c'est tout. Merci de vous être arrêté à la boucherie du culte. J'espère vous avoir conseillé en mieux dans la viande renégate et apathique. Bon, c'est la tradition. Merci la petite voix. Merci l'équipe technique. Alors, elle en a pensé... Ah ouais, c'est vrai, tu l'as pas vu. C'est bon. Si tu veux, je te passerai les séquences nichons. Tu veux. Bon, et la petite voix, elle en a pensé quoi? Zardoz est une curiosité cinématographique aussi fascinante que déconcertante. Ce film mêle réflexion philosophique, esthétique psychédélique et scénario délirant, le tout porté par un Sean Connery improbable, en guerrier barbare vêtu d'un slip rouge. L'univers dystopique est intrigant et propose des idées audacieuses sur l'immortalité et la société, mais l'exécution oscille entre le génial et l'absurde. Si Zardoz peut sembler déroutant, voire kitsch, il possède une aura unique qui le rend inoubliable. Ah, elle aime bien. Pourquoi ça m'étonne qu'à moitié? Ah oui, alors inoubliable pour le pire ou le meilleur, c'est sûr. Il en a horrifié plus d'un quand même, ce film. Abonnez-vous s'il vous plaît. Oh oui. Et n'hésitez pas à dire si vous avez vu et aimé ce film, et si vous avez des films des années 70 à nous recommander.
Vous soutenir la chaîne, j'en ai toujours grandement besoin. Vous pouvez faire un don directement dans YouTube ou alors sur Patreon. Vous pouvez offrir un café, un DVD et même devenir le patron ou la patronne le temps d'une émission. Il y a aussi des photos dédicacées en voix physique et numérique possible. À bientôt, j'espère. Elle a tout dit. Allez, bye. Oh non! Je préfère. Quand la fille, elle chante à la table, c'est quand même un peu zarbi. Le monstre est un miroir, et lorsque nous le regardons, c'est notre moi caché que nous voyons. Méditons cela en conscience collective. Oh. Bon, là, on voit quand même un petit peu le côté un peu au perché, puis le côté un peu... Ah, si, comme qui est... Puis... Ah, si, quand même. C'est... La mort se rapproche pour nous tous. Inutile. 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 Zardoz. 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 Zardoz.